Bon, voilà, donc je voulais vous parler un peu, je vais vous parler de choses dont je vous avais déjà parlé sur l'expérience du réseau sur la première année qui nous donne des informations quand même importantes sur le Covid et puis élargir un petit peu à d'autres points. La première chose, ça a rien, ça paraît très compliqué, mais ça n'a pas pour le but d'être compliqué, mais simplement ce qui a été la spécificité du Covid-19, ou en tout cas de la question qu'on s'est posée de SARS-CoV-2 au départ, c'est que c'est un virus qui a une particularité par rapport à tous les virus respiratoires qu'on connaît, c'est qu'il a un tropisme. Un tropisme, ça veut dire qu'il aime bien les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, Marc vous en a parlé tout à l'heure, c'est des cellules qui sont essentielles dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Elles font la barrière des vaisseaux. Et ces cellules et ces virus qui sont respirés, inhalés, ils aiment aller aussi se mettre dans cette barrière endothéliale et abîmer cet endothélium. Donc, c'est sûr que d'emblée, il y avait pour nous un warning, une inquiétude de savoir quelles étaient les conséquences pour quelqu'un qui avait une hypertension pulmonaire avec déjà ces vaisseaux anormaux. Et puis, l'autre chose, c'est dans le Covid, ça donne des caillots et notamment des caillots dans les vaisseaux pulmonaires, ce qu'on appelle embolie pulmonaire. Alors, beaucoup des patients, enfin beaucoup de moins en moins de patients, mais quand même un nombre conséquent de patients reçoivent des anticoagulants, soit parce que la cause de leur hypertension pulmonaire l'impose, comme lorsqu'il y a une maladie thromboembolique chronique, soit parce que c'est parfois donné dans certaines formes d'hypertension pulmonaire. Donc, on se retrouvait avec plusieurs facteurs qui pouvaient être des facteurs aggravants de l'hypertension pulmonaire. Ça touche les vaisseaux du poumon, ça fait des caillots dans les poumons. Et à l'inverse, on pouvait se dire qu'une partie des patients recevant des anticoagulants étaient peut-être protégés par rapport à la population générale. Et dès le départ, pas mal de personnes ont supposé que peut-être les traitements de l'HTAP pouvaient même être des traitements du Covid, parce que vu que ça traitait les cellules endothéliales, justement, peut-être que ça évitait les complications. Donc, il y avait toute une discussion autour de savoir est-ce que finalement, lorsqu'on a une hypertension pulmonaire, on est plus à risque, pareil, ou moins à risque de développer des formes graves. Donc, face à cette question, ce qui a été fait dans le réseau français avec l'aide de l'association de patients et donc, bien sûr, tous les centres qui suivent les malades atteints d'hypertension pulmonaire, c'était dès le début de l'épidémie, on a décidé de collecter de manière prospective tous les cas de Covid pour savoir, au final, répondre à cette question dont je vous ai parlé. On a suivi donc toutes les causes, tous les patients. Alors, c'était un réseau au sein du réseau adulte qu'on a mis ça rapidement. Donc, c'était des patients adultes, quelle que soit leur sévérité. Et c'était sur la première année de suivi. On voulait savoir si, premièrement, les malades faisaient beaucoup de Covid, s'ils faisaient des formes graves. S'ils faisaient des formes graves, est-ce que l'évolution était satisfaisante? Est-ce qu'ils avaient accès à leur centre de compétences? Vous vous rappelez qu'à cette période, tout l'hôpital, tout le système de soins était complètement débordé. Alors, pendant cette première année en France, il y a eu 210 cas d'hypertension pulmonaire et de Covid confirmés, ce qui correspond par rapport aux données du registre, en gros, 3,7% des patients HTAP du registre, la première année, ont développé un Covid-19 ou une Covid-19, comme vous voulez, la première année, sachant que si on prend les chiffres de la population française, la première année, on estime qu'il y a environ 7,5% des Français qui ont développé une hypertension, qui ont développé un Covid pendant la première année. Donc, quand même, les patients HTAP moins. Alors, peut-être parce que on n'a pas été exhaustif sur le nombre de cas, peut-être, mais je ne crois pas. Je pense qu'en pratique, surtout, les patients, vous êtes les témoins, se sont très, 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 très protégés et ont vraiment respecté les règles barrières de manière optimale par rapport à la population générale, ce qui a heureusement permis de limiter le nombre de cas de Covid dans la population de patients qui présentent une hypertension pulmonaire. Les courbes, il y a eu deux pics, il y a eu deux vagues, donc c'est les deux premières vagues là que je vous présente. C'est exactement les mêmes vagues qu'il y a eu en France au même moment. Donc, c'est vraiment, ça a suivi la population générale avec moins probablement que dans la population générale parce que beaucoup plus de protection. C'était des patients principalement qui avaient, excusez-moi,
le Covid justement, des patients qui présentaient des hypertensions pulmonaires du groupe 1, HTAP. Il y avait un quart des patients qui présentaient une maladie thromboembolique chronique et puis les autres présentaient les autres groupes d'hypertension pulmonaire associés à des maladies respiratoires et autres. En moyenne, c'est des patients de 63 ans qui ont développé le Covid. Donc, c'est plus âgé que la population des patients HTAP parce que probablement que c'était aussi les formes qu'on captait les plus symptomatiques. Il y avait plus d'hommes que de femmes qui ont présenté une Covid-19, ce qui est l'inverse de la population d'HTAP, enfin, ou d'HTP, tout simplement parce qu'on sait qu'être un homme est un facteur de risque de Covid-19. Donc, ça se confirme aussi dans la population d'hypertension pulmonaire. Et vous savez qu'à cette période-là, il y avait un dépassement complet du système de soins. Il y a parmi les cas qu'on a pu recenser, une trentaine de cas qui étaient des patients qui étaient hospitalisés pour autre chose et qui ont développé la Covid-19 alors qu'ils étaient hospitalisés, sans qu'on puisse tracer l'origine, mais c'est ce qu'on appelle en langage médical nosocomial, même si ça peut être une contamination qui a précédé l'arrivée à l'hôpital, mais ça peut être une contamination par de la famille qui sont venus ou par le personnel soignant. Mais en tout cas, tout ça s'appelle nosocomial. Alors, en termes d'évolution, c'est ça qui est important. 40% des patients avec une hypertension pulmonaire ont pu être traités à la maison, n'ont pas eu besoin d'être hospitalisés. Et aucun des patients qui a été adressé à la maison, suivi à la maison, n'est décédé. Hein, donc, ça prouve que cette stratégie était bonne. 60% des patients ont dû quand même être hospitalisés et la moitié simplement dans les centres du réseau. C'est plus du tout la même chose maintenant, mais dans ces deux premières vagues où le système était complètement débordé, finalement, les patients étaient hospitalisés là où ils se présentaient la première fois. Les chiffres de mortalité sont malheureusement extrêmement hauts puisque, alors c'est une période où il n'y avait pas la vaccination, il n'y avait pas d'autres moyens, mais sur l'ensemble de la population, ça représente 25% des patients et pour ceux qui ont été hospitalisés, beaucoup plus. Donc, au final, une des complications extrêmement sévères liées au Covid-19 dans la population de patients qui avaient une HTP. Les facteurs de risque qui ont pu être retrouvés, ce n'est pas finalement que l'hypertension pulmonaire qui est le problème. C'est même, je dirais, pas vraiment en premier lieu l'hypertension pulmonaire. Les facteurs de risque, c'était les facteurs habituels du Covid-19. C'est-à-dire être un homme, être âgé, avoir de l'hypertension, une maladie cardiaque, une maladie respiratoire, du diabète, être avoir des immunosuppresseurs, avoir une insuffisance rénale, avoir une obésité. Ça, c'était les facteurs principaux. Alors nous, on n'a pas retrouvé l'obésité parce que parmi les patients atteints d'HTAP, l'obésité est beaucoup moindre que dans la population générale. Mais tous les autres facteurs, c'était ces facteurs-là. La sévérité de l'hypertension pulmonaire, finalement, ce n'était pas ça qui conduisait à la gravité initiale du Covid-19, mais probablement ce qui allait conditionner la réponse au traitement et l'évolution. Voilà un peu comment je verrais les choses. C'est qu'en cas d'infection par SARS-CoV-2, c'est le terrain qui est le plus important. Hein, les gens les plus à risque sont les patients âgés, plus les hommes et toutes les maladies associées, plus que l'hypertension pulmonaire en premier lieu, le diabète, l'immunodépression, l'insuffisance rénale, les maladies cardiaques, respiratoires chroniques. Souvent, c'est associé à beaucoup de patients d'HTP. Et ça prédispose à avoir un Covid-19 sévère. Et par contre, la sévérité et le contrôle de l'hypertension pulmonaire, ça va conditionner la manière dont on va répondre et récupérer de cet épisode-là. Et effectivement, si l'hypertension pulmonaire est très sévère, si elle n'est pas bien contrôlée, et bien là, on se retrouve dans une situation où malheureusement, l'évolution peut être défavorable. La vaccination, donc ça, c'était les deux premières vagues, il n'y avait pas accès à la vaccination. Depuis la vaccination, il y a eu une diminution extrêmement importante du nombre de Covid-19 chez les patients atteints d'hypertension pulmonaire. On n'a recensé aucune complication majeure liée au vaccin, aucune thrombose ou hémorragie majeure, bien qu'une partie des patients soient sous anticoagulants et vous savez que c'est en intramusculaire. Donc la vaccination a complètement changé cela. Alors malheureusement, et puis Gaël vous en parlera,
tout le monde ne répond pas de la même manière à la vaccination. Il reste le problème des patients qui, malgré la vaccination, n'ont pas de réponse satisfaisante immunitaire et qui restent donc à risque de formes graves. Mais si on a une vaccination efficace avec un schéma vaccinal optimal, on peut diminuer de manière drastique le risque de formes sévères de Covid-19, y compris lorsqu'on a une hypertension pulmonaire. Et ça, c'est simplement un schéma pour vous remettre en tête un peu le bénéfice-risque, parce qu'il y a eu beaucoup de messages un peu discutables et compliqués dans la population, mais vous voyez, il y a des risques effectivement avec la vaccination, comme avec chaque médicament. Beaucoup moins de risques de complications avec la vaccination qu'avec les médicaments que prennent les patients tous les jours pour leur hypertension pulmonaire. Mais vous voyez que ça dépend de l'âge. Plus on est jeune, plus il y a un risque, mais on parle pour 100 000 personnes, même pour le plus haut risque de complication, d'avoir une complication, c'est 1 pour 100 000. Et quel que soit l'âge qu'on est, et là je ne parle pas d'hypertension pulmonaire, je parle de l'âge tout venant, on évite par exemple pour les patients entre 60 et 70 ans, pour 0,2 complications pour 100 000 personnes, on va éviter 127 passages en réanimation. 127 passages en réanimation, lorsque la mortalité est de 30%, c'est 40 patients qui sont sauvés simplement par la vaccination. Et quand on se met dans le contexte d'hypertension pulmonaire et que le risque de mortalité est sûrement 3 fois supérieur à la population générale, vous voyez le nombre de vies qu'on peut sauver avec la vaccination. Un mot pour finir sur le Paxlovid, parce que vous en avez peut-être entendu parler. Sur le Paxlovid. Le Paxlovid, c'est une association de traitements antirétroviraux, nirmatrelvir et ritonavir, des médicaments qu'on connaît de longue date comme antiviraux. Ça, j'ai mis la feuille patient, la fiche patient qui est mise sur le site du ministère. Je suis infecté par la Covid-19, puis-je bénéficier d'un traitement par Paxlovid? 5 étapes. D'abord, je suis peut-être infecté, il faut être majeur. 18 ans, j'ai des signes évocateurs depuis moins de 5 jours, j'ai pas de forme grave, j'ai pas besoin d'oxygène, je dois faire un test antigénique ou RT-PCR, il faut avoir au moins un facteur de risque comme l'HTAP en est un, le fait d'avoir une maladie respiratoire ou cardiaque associée ou un diabète ou autre. On va voir son médecin traitant, le médecin traitant fait la consulte, s'il considère qu'il est éligible, il faut avoir un test, une preuve qu'on a un test positif, il fait une ordonnance, on va à la pharmacie, on doit montrer son test, l'ordonnance, et là, le pharmacien commande le traitement, puis il vous rappelle pour venir chercher le traitement, et après, c'est 5 jours de traitement. Voilà. Alors, malheureusement, c'est pas si simple que ça, et ça, j'ai mis juste ce qui est paru dans la presse hier, mais bon, il y en a des dizaines et des dizaines dans chaque journal. Le ratage du Paxlovid, bon, bien sûr, c'est toujours des titres accrocheurs dans les journaux, mais pourquoi il parle de ça? C'est 500 000 boîtes achetées par la France, pour l'instant 3 500 malades traités, 250 millions d'euros dépensés et on ne traite pas les malades. Alors, c'est sûr que c'est une usine à gaz qui a été faite, donc l'accès au traitement est un problème. Est un problème, mais en même temps, je vais vous dire juste finir sur ça, sur l'HTAP et l'hypertension pulmonaire. Finalement, c'est pas si simple de pouvoir prendre ce traitement, parce que si on regarde les contre-indications du traitement de la RCP, on ne peut pas prendre d'IPDE5, tadalafil ou sildenafil, c'est contre-indiqué formellement. Donc, ça exclut beaucoup de patients. C'est non recommandé avec le bosantan parce que ça augmente le taux par 5 circulant. C'est contre-indiqué avec certains inhibiteurs calciques. C'est non recommandé avec des anticoagulants oraux directs, apixaban, rivaroxaban, que certains malades ont. Il y a des interactions avec les immunosuppresseurs, la warfarine, les antivitamines K et la digoxine. Donc, ça veut dire que finalement, parmi les malades atteints d'hypertension pulmonaire, beaucoup sont dans cette situation où c'est probablement pas possible de le prescrire. Et en termes de contre-indication, il ne faut pas avoir d'insuffisance rénale sévère et pas d'insuffisance hépatique sévère. Donc, effectivement, l'usine à gaz pour accéder aux médicaments n'est pas probablement optimale et il faudrait trouver un schéma un peu plus simplifié. Mais peut-être que pour les patients atteints d'hypertension pulmonaire, c'est finalement une option qui est souvent limitée du fait des traitements et des interactions médicamenteuses. Voilà ce que je voulais dire.